quand nous sommes dans une structure de SEL, de société d'exercice libéral, et que nous prenons une personne, un collaborateur, donc soit on le prend, on fait un contrat de collaboration, soit on peut aussi l'intégrer par une association. Oui. Donc ça, c'est très à la mode. Et on a vu aussi qu'il y avait une prolifération des contrôles fiscaux pour requalifier la TVA de l'associé minoritaire. Ou du collaborateur libéral. Du collaborateur libéral, il y a une fiscalité, la législation est très claire là-dessus, alors que dans l'associé, c'est un associé, donc c'est différent. Mais on a vu qu'il y a des gens qui faisaient ça pour éviter de payer la TVA. Et que certains contrôles, en fait, requalifiaient et demandaient de la TVA. Comment ça se passe dans ce cas-là et qu'est-ce que tu Alors, conseillerais? le principe de la TVA, c'est de dire quoi? C'est-à-dire que Magellan a généré des rétrocessions d'honoraires perçus auprès d'un collaborateur qui, en fait, sont plus des rétrocessions au titre de la location et de l'utilisation de mon matériel. D'accord? Ça va, ça? Bon. Sur le plan fiscal, ça, c'est considéré comme des recettes non médicales, non professionnelles et des recettes, entre guillemets, commerciales. Et là, les textes sont très clairs, c'est-à-dire que c'est valable pour les chirurgiens dentistes, mais c'est également valable, par exemple, pour les kinés. Dans les kinés, on retrouve beaucoup ça. Là, les textes sont très clairs, c'est de dire que si ces recettes accessoires dépassent le seuil de la franchise de TVA, qui est de mémoire de 32 ou 33 000 euros, à ce moment-là, sur ces recettes-là, d'accord, je vais devoir reverser 20% de TVA à l'administration fiscale. D'accord? Ça, c'est des règles qui sont précises et communément, admises. Et encore une fois, on retrouve fréquemment ce type d'interrogation sur des professions où, par exemple, en chirurgie dentaire, j'ai 1, 2 ou 3 fauteuils. Moi, je passe tous mes frais. Par contre, j'en loue 1 ou 2 à des autres collaborateurs qui me versent des rétrocessions de remplacement. Idem chez les kinés. Donc il y a un risque quand même de requalification Oui. de l'associé ou des associés minoritaires. Non, un risque de redressement du praticien principal ou de la CELAR qui, entre Sur la guillemets, TVA. exactement. Et donc peut-être dans ce cas-là, la location de cabinet, l'option Oui. location peut être aussi intéressante. Oui, ça il faut voir. Après, ça dépend quels sont les montants qui sont en jeu. Ok. Donc forcément, ça amène à poser un petit peu, quelles sont selon toi les principales questions qui sont posées par l'administration fiscale lors de contrôles de SCI, de BNC et de CELAR? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est probable de ton expérience? Je dirais, l'administration, qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va regarder, si vous voulez, elle va regarder le fonctionnement économique du cabinet médical. C'est-à-dire comment ça fonctionne. D'accord? Et pourquoi ça a été fait et bâti au niveau de l'architecture de cette façon. Premièrement. La deuxième chose, c'est qu'elle va aller vérifier que toutes les relations financières entre SCI, CELAR, etc., sont des relations économiques et qui sont faites dans le prix normal du marché. Et il n'y a pas la recherche de faire une sous-évaluation, une surévaluation, des transferts, etc. D'accord? Si on sait apporter, je dirais, une réponse économique en montage et qu'on sait justifier les valeurs par rapport à des standards de marché, l'administration ne pourra, entre guillemets, rien faire. Quelles sont les questions que tu as vues qui ressortent souvent? En termes de prix de loyer, est-ce que mon loyer, pourquoi mon loyer est inférieur à celui du marché? Pourquoi vous avez fait un abandon de, je ne sais pas, de dette ou de créance entre deux structures dans lesquelles le praticien est? Pourquoi vous avez choisi de faire des refacturations entre telle ou telle structure qui ne sont pas des refacturations normales? Donc voilà, c'est des types de questions qui peuvent se poser. Avec l'idée, encore une fois très importante, c'est n'oublions pas que même si c'est moi, personne physique, qui détient 100% de ces structures-là, la structure est une personne morale et qu'à ce titre, elle doit répondre à ses obligations de personne morale. Donc, moi, ce que j'avais vu comme question, c'était par exemple dans une SCI, quand on fait des travaux, avoir des photos des travaux. Oui, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est la conséquence. C'est-à-dire que quand je fais, par exemple, des travaux de réhabilitation sur de l'habitation et que j'achète des bâtiments qui sont en piteux état et qui nécessitent des gros travaux de rénovation,
Là, effectivement, mon conseil, pour l'avoir vécu à plusieurs cas, c'est effectivement de suivre par des photos le chantier de rénovation. Pourquoi? Parce que l'administration considère qu'acheter pas cher un bâtiment et faire des très gros travaux peut être considéré, selon elle, par non pas des travaux de rénovation, mais des travaux de reconstruction. Et ces travaux de reconstruction ne rentrent pas dans les critères de déduction fiscale des revenus fonciers. De déductibilité. Oui. Est-ce que c'est des amortissements comptables? Non, parce que ils considèrent que je rappelle les 3 règles principales pour pouvoir déduire les travaux en revenus fonciers: dépenses d'entretien, dépenses de réparation, dépenses de rénovation et dépenses d'amélioration. Donc, En tout état de cause, les travaux d'extension, de reconstruction ne sont pas considérés comme des travaux déductibles des revenus fonciers. par exemple, je veux dire, il pourrait revenir en disant là vous avez déduit sans avoir de photo justificative, il pourrait venir et me dire vous avez déduit des travaux qui sont en fait des amortissements, qui sont non déductibles. Oui, qui sont en fait des travaux de reconstruction, donc pour nous qui ne sont pas éligibles à la déduction fiscale. Et donc ce que vous avez déduit de votre impôt sur votre revenu foncier, vous allez devoir le rembourser. Alors c'est pas remboursé, c'est-à-dire que on va avoir la non-déduction, donc vous allez avoir un recalcul du résultat fiscal des revenus fonciers l'année du contrôle, et effectivement il y a la perte de soit des déficits, soit des travaux, soit éventuellement on va nous réclamer de l'impôt sur le revenu de la CSG. Donc plus des majorations, de mauvaise foi, plus des pénalités de retard. Oui, alors mauvaise foi, oui et non, ça tout dépend, encore une fois, ça c'est au cas particulier. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions qui te viennent en tête? Par exemple, l'importance des baux. Ça veut dire le bail. Tu parlais tout à l'heure de la location meublée professionnelle, qui sont souvent des baux qui sont souvent détenus par des SCI à l'IS. Imaginons qu'une personne possède son immeuble professionnel avec 2 appartements au-dessus et son local professionnel au rez-de-chaussée, et qui loue les appartements en location courte durée, Oui. dans une SCI à l'IR. Dans ce cas-là, l'administration pourrait demander les baux et requalifier l'option Tout à fait. fiscale de la comptabilité, obligeant à refaire la comptabilité sur plusieurs années, Oui, et modifiant le régime le fiscal. régime fiscal, et donc retaxant les associés Oui, par cette requalification, par les caractéristiques des baux. exactement. En fait, ce qu'il ne faut pas, mais ça c'est du bon sens, c'est de bien vérifier que quand j'applique, que je fais un investissement immobilier pour faire du locatif et que je revendique les revenus fonciers, de bien faire en sorte que juridiquement mon bail est établi en nu et non pas en meublé. Pourquoi? Parce que le meublé aujourd'hui ne permet pas d'opter au régime des revenus fonciers. Donc ça c'est des vigilances, des points de vigilance, mais à voir avec ces conseils. Donc souvent, on pourrait nous demander est-ce qu'il y a eu un permis de construire justement pour valider. Oui, tout. Un permis de construire, les devis auprès des entreprises. Et si on n'a pas besoin d'un permis de construire, par qui on fait valider ce genre de demande? Alors, il n'y a pas, soit on fait un rescrit, mais je ne vois pas l'intérêt. Après, si on est sûr qu'on est sur des travaux d'entretien, de réparation, d'amélioration, voire de rénovation, il suffit juste d'avoir, je dirais, des justificatifs qui étayent bien de la réalité des travaux. D'où soit recours à des photos, des huissiers ou autre. Quand c'est significatif et que éventuellement une l'enjeu... personne de l'urbanisme qui pourrait venir en Non, amont non, pour dire qu'il n'y a pas besoin de... Oui, non, mais de je ne vois permis pas de construire. l'intérêt. Ça, c'est plus je dirais de bien vérifier que c'est des travaux d'entretien, de réparation. Imaginons qu'on prenne un logement où il y a un commerce pour faire un cabinet dentaire et qu'on fasse une éviction de la personne. Oui. Comment se calcule au niveau des revenus, enfin si on est dans une SCI à l'IR ou dans Les indemnités d'éviction. Les indemnités d'éviction sont-ils déductibles en totalité Oui, des alors à revenus? l'impôt société, oui. À l'impôt sur revenu, ça dépend. Alors là, c'est très complexe comme question. Ça mériterait, je dirais, un autre éclairage parce que tout dépend s'il s'agit d'indemnités légales dans le sens où elles sont subies par des normes législatives, des pouvoirs publics, ou si elles sont simplement de gré à gré entre un propriétaire et un locataire. Et si elles sont de gré à gré, comment ça se passe? Là, il faut voir parce que c'est vraiment au cas particulier, je dirais en fonction Franchement, là, j'ai pas la réponse parce que c'est vraiment au cas par cas. En tout cas, à l'IS, elles sont entièrement déductibles.
Ok. Et à l'IR, il me semble que c'est déductible aussi en totalité, que c'est reportable. Oui, mais c'est encore une fois selon la nature de l'indemnité. Donc, lors du passage en CEL, euh, il est important de vérifier, on avait parlé de la prévoyance, Oui, qu'il y a une modification du contrat de prévoyance. Donc, ça peut avoir un oui. impact, notamment si, au moment de la souscription du contrat de prévoyance, il n'y avait pas de soucis de santé, qu'il y a des soucis qui se sont développés, donc c'est important. Oui. Mais ça, c'est une remarque que je ferai à tous les praticiens dans l'ensemble, c'est de penser à réactualiser tous les ans ou tous les 2 ans leur contrat de prévoyance s'ils constatent des irrégularités, des écarts de revenus, hein, à la hausse comme à la baisse, et surtout si leur situation familiale évolue.